Culture Actu reçoit aujourd'hui Audrey Millet. En toute liberté. Audrey Millet, vous êtes docteur en histoire et chercheur Marie Skłodowska-Curie à l'Université d'Oslo et vous êtes spécialiste de l'habillement. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Fabriquer le désir aux éditions Belin, qui retraçait des siècles d'histoire de la mode, mais aussi le livre noir de la mode aux éditions Les Pérégrines, et aujourd'hui Les dessous du maillot de bain, qui sort le 3 mars. Audrey Millet, bonjour. La première chose que j'ai envie de vous demander, simplement pour que nos auditeurs puissent mieux vous connaître, c'est qu'est-ce qui fait courir Audrey Millet depuis toujours ? Est-ce que c'est l'histoire, la mode, l'impact du vêtement et des matières sur la société? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Je crois que je cours après les gens, en réalité. Et les gens sont habillés. Peu, beaucoup, et subissent, utilisent l'industrie. Donc j'essaie de croiser en fait une histoire sociale qui s'intéresse aux personnes, avec une histoire économique de l'habillement qui est bien souvent traitée de manière esthétique et stylistique, qui ne reflète pas en fait l'intérêt quotidien dès le matin que peut développer finalement ce vêtement. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans le domaine de la recherche, puisque au départ vous avez été styliste. En fait, la recherche permet de tourner autour des objets, et là notamment du maillot de bain, et de se demander qu'est-ce que ce petit geste anodin, qui peut être par exemple le dessin, l'écriture, qu'est-ce que cette profession anonyme, porteur d'eau au XVIIIe siècle, ou fabricant textile, peut nous apprendre sur le passé et sur nos quotidiens, sur notre manière de vivre. Quels sont les résultats, finalement, de tous ces petits gestes qu'on ne voit pas. C'est ça la recherche pour nous. Alors, le thème de notre podcast, En toute liberté, j'ai envie de dire, colle comme un gant aujourd'hui, avec le titre de votre ouvrage qui raconte les dessous du maillot de bain. Car quand on y réfléchit, en fait, il n'y a pas plus fin tissu que celui qui compose un maillot de bain qui va se trouver en contact direct avec le corps. Et en fait, c'est bien une histoire du corps que vous nous proposez. Alors oui, au début, je voulais écrire une histoire du maillot de bain qui sentait le monoeil, assez différente du livre noir de la mode, plus noir justement. Et en fait, je me suis juste demandé pour quelle raison il n'y avait pas de maillot de bain avant la fin du XIXe siècle. En tant qu'historienne, je suis revenue vers l'Antiquité et j'ai compris que le rapport à l'eau, le rapport au corps féminin était en fait le socle, la fondation de ce développement du maillot de bain. Alors, parler du maillot de bain, c'est avant tout, et vous l'expliquiez très bien dans votre ouvrage, c'est parler de la relation des humains, et vous le disiez il y a un instant, à l'eau depuis l'Antiquité. C'est des rapports qui n'ont pas toujours été évidents au fil des siècles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Il faut se remettre dans un contexte où les technologies que nous connaissons n'existent pas. Donc nous sommes au cours du pourtour méditerranéen, en Grèce, en Égypte, durant l'Antiquité, à Rome également, et il y a de l'eau. Il y a de l'eau, on ne sait pas nager, les cours de natation, ça n'existe pas. On veut conquérir le monde comme d'habitude, les hommes n'ont pas changé à ce sujet. Et il faut monter sur des bateaux. Souvent, les bateaux ne reviennent pas, ils subissent la tempête, les marins sont fracassés contre les falaises. L'eau est également moribonde, elle stagne, donc elle donne des maladies. Et l'eau, c'est aussi pour se laver et donc pour se dénuder. Il y a tout un rapport à la médecine à cette époque-là, jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe, qui fait que l'eau est dangereuse pour le corps, que peut-être elle rentrerait dans les pores et qu'elle donnerait des maladies. Donc l'eau n'est pas du tout un élément privilégié. Lorsqu'une naïade rentre dans l'eau, et ça on peut lire dans les mythologies, les métamorphoses d'Ovide par exemple, souvent elle se fait violer. Donc en revenant aux bases du rapport du corps à l'eau, je me suis retrouvée finalement à développer des histoires de viol, de chaos, des questionnements sur la fertilité,
très sexuelle dès l'Antiquité, plutôt que de traiter un bikini. Alors vous parlez justement des femmes, j'ai envie de dire, même dans les temps mythologiques, on pense à Ulysse qui part sur la mer et qui est appelé par les sirènes, les marins, les sirènes. Donc ça montre bien le danger et le lien justement à l'élément féminin. Oui, bah, la sirène, c'est pas la petite sirène Ariel euh, de Walt Disney. Même celle d'Anderson, bon, elle finit mal, elle finit en écume. Oui. Et la sirène, dans l'Odyssée, elle a été punie par les dieux parce qu'elle voulait garder leur virginité. Et elles ont des plumes, elles ont des griffes. En fait, ce sont des volatiles qui ont gardé un magnifique visage de femme au milieu de l'eau et attirent les marins en chantant pour les fracasser. Donc le rapport à la femme, l'eau et les hommes est extrêmement tendu dans le cas des sirènes et dans plein d'autres cas durant l'Antiquité. L'eau a fait peur très longtemps et à des périodes différentes. On parlait là justement de la mer, mais elle est aussi bénéfique parce que on peut penser aux thermes chez les Romains, aux soins qui pouvaient être apportés par l'eau. Et en fait, on a l'impression que au fil des époques, on a eu un va-et-vient entre l'eau hygiène, l'eau pestilence. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que ça paraît curieux effectivement pour le néophyte de se dire que il y a eu des périodes où effectivement l'eau était utile et on la jugeait nécessaire, et des moments où on l'a jugée pestilentielle, porteuse de maladies, comme vous le disiez. Les termes romains, les termes romains vont symboliser le génie romain. Les aqueducs, l'arrivée de l'eau, les égouts. C'est vraiment du génie technique, réellement. Il faut savoir qu'à Rome, en 100 avant Jésus-Christ, on a 1 million d'habitants. On arrive à ce nombre-là seulement à Londres au 19e siècle ensuite. Donc, on a un rapport à l'assainissement qui est très développé dans des villes très peuplées. Avec ces termes, les termes sont accessibles aux classes modestes également, payantes, accessibles aux classes modestes également, mais aux aristocrates, ces termes deviennent un lieu politique. J'ai envie de vous dire que c'est un peu le salon du XVIIIe siècle, durant les Lumières, en France ou en Angleterre. Donc, à Rome, on a un rapport avec l'eau qui relève de la sociabilité et des amis. On va discuter de ce qui va se passer. Et on a un deuxième rapport de la villa secondaire. C'est peut-être les premières villas secondaires qu'on connaît réellement. Marc-Antoine, Cicéron ont une villa au bord de la mer. À quoi servent ces villas? Ces villas servent à réfléchir. Elles permettent de s'éloigner du brouhaha de la ville, des gens, des magouilles, des discussions politiques, et de méditer, de prendre un petit peu de recul. Donc il y a déjà cette notion de méditation qui relève en fait du littoral. Ça n'empêche qu'au même moment, personne n'a envie d'aller à Naples dans l'eau pestilentielle de Naples, qui est quand même connue pour être pleine de miasmes. Alors vous parlez aussi très bien justement de la relation au corps, et en particulier à celui de la femme, parce que quand on parle des Romains, les femmes n'étaient pas forcément admises de la même façon. En fait, on a le sentiment que les choses se compliquent dans le dévoilement du corps féminin. Et la question est la suivante: comment l'habiller pour que la femme ne soit pas jugée impudique? La question s'est longtemps posée. Oui, en réalité, le corps féminin développe des peurs tout à fait ancestrales chez l'homme. Un corps féminin qui se dévoile et séduisant pourrait amener à l'adultère et pourrait faire que votre enfant ne soit pas de vous. En fait, c'est une équation très très simple. Donc c'est cette peur de l'origine en fait de l'enfant qui pose problème. La femme est clairement recouverte. Voilà. Même à Rome où, à Rome, il faut savoir qu'il fait quand même chaud. Oui. Donc,
on met des tuniques qui peuvent être relativement découvertes. Mais même à Rome, une femme n'a pas sa place dans la sphère publique de manière égale. Alors ensuite, vous abordez une question sur la baignade. Et se baigner, c'est synonyme de mauvaise réputation. Alors je pense à Marie-Antoinette, dont vous parlez également dans le livre, et qui a contribué à sa mauvaise réputation. On est au XVIIIe siècle. On pourrait se dire que les choses évoluent dans le bon sens après les Lumières, mais en fait, pas du tout pour Marie-Antoinette. Est-ce que Marie-Antoinette est le souffre-douleur des Lumières, de la fin des Lumières. Marie-Antoinette est le souffle-douleur de la fin des Lumières, mais on a envie de se poser la question quand on vous lit, c'est est-ce que le maillot de bain, au fond, c'est un problème purement féminin que les hommes ne se posent pas? On ne parle que très rarement, à ma connaissance, des maillots de bain des hommes. Le maillot de bain est un problème féminin. D'ailleurs, non, c'est un problème masculin à l'égard du corps féminin. L'homme peut se baigner nu avec, et ça arrive dans des rivières, avec d'autres hommes, des copains, il n'y a pas de problème. L'homme peut se baigner avec d'autres hommes, avec une chemise et un pantalon. Mais la femme ne va pas se baigner. Alors, ça ne veut pas dire que dans des villages, les filles ne s'amusent pas. Ça ne veut pas dire ça. Mais elles vont pas se baigner nues. Quelles matières sont utilisées au fil du temps, justement, pour recouvrir le corps de la femme? Parce qu'au 19e, on sait qu'elles sont très couvertes, ça c'est une image qu'on connaît un peu, mais il y a des matières particulières. Quand on vous lit, on a l'impression que on essaie d'utiliser un peu toutes les solutions pour pas que ça soit impudique ou jugé impudique. Quelles sont les matières privilégiées? Alors, on a évidemment les grandes chemises type en lin, pour les femmes, parce que de toute façon, ça ressemble en fait à la grande chemise, la robe de nuit, de sous-vêtements, même la chemise qu'on met sous les vêtements. Et il y a un vêtement de bain qui est assez extraordinaire et courant. À la fin du 19e, c'est donc un haut avec les manches longues et un col bateau, type même à rayures, bleu et blanc, classique, et un pantalon. Et tout ceci est bleu marine, gris, parce que les couleurs sont très importantes, et en laine. Alors, je vous laisse imaginer, si vous allez dans l'eau avec un vêtement en laine, le poids qu'il fait. C'est la raison pour laquelle les femmes se font souvent accompagner dans l'eau, avec un guide à droite ou un guide à gauche, parce qu'il y a tout un système d'immersion. Elles ne font pas de natation encore, elles ne nagent pas, mais on les immerge une dizaine de fois, parce que ça leur fait du bien, selon la médecine, parce qu'elles sont un peu hystériques et ça les calme. Donc, à nouveau, un problème purement féminin pensé par les hommes. Oui, absolument. La femme est, depuis les théories d'Aristote et des médecins grecs, Hippocrate également, considérée comme faible biologiquement, hystérique, malade. Donc, elle est de toutes les manières inférieure à l'homme. Alors, on parlait du 19e, et le 19e, vous le dites dans votre livre, met en place une norme des corps qui n'existait pas vraiment avant. Est-ce qu'on peut parler de début de standardisation des corps et des codes de la beauté? Encore une fois, une question féminine. Alors oui, il y a quelque chose de terrible dont on se doute trop peu souvent. Lorsque la femme gagne en liberté, par exemple, on lui enlève le corset, dit le corset c'est dangereux, puis ça vous empêche un peu de travailler quand même. C'est pas comme ça que vous allez courir après un tramway. Il y a toujours une raison business derrière. Lorsqu'on lui enlève, on lui dit bon bah quand même, tu vas pas rester naturel comme ça, tout tombe. Donc on va mettre en place des méthodes d'amélioration du corps. Alors c'est-à-dire la gymnastique qui se développe au même moment, le sport féminin, mais également on a l'avènement du pèse-personne, c'est-à-dire de la fameuse balance, celle qui trie un chiffre lorsque vous montez dessus. Et puis également du maquillage, des crèmes et des régimes. Pour revenir à l'histoire du maillot de bain, est-ce qu'on peut dire au fond qu'à chaque époque son maillot de bain, c'est-à-dire liberté ou enfermement des corps? Oui. Alors jusque-là, en fait, quand on assiste à l'avènement du vêtement de bain dès 1920, montre le ventre, voilà. Les femmes
font bronzette. Lorsqu'on accepte finalement que la couleur de peau ne soit plus seulement blanche et qu'elle puisse dorer, on a ouvert les portes à la réduction du maillot de bain. Les maillots de bain se sont imposés, alors le une pièce, le bikini, mais on fait également du trikini, du monokini, des seins nus. Lorsque les périodes vont très bien, c'est-à-dire pendant les 30 glorieuses, on assiste à l'essor du sein nu. Et ça, c'est très intéressant. Et lorsque les périodes vont plus mal, de manière économique, sociale et politique, on assiste à un recouvrement. Ça n'empêche que depuis le 19e siècle, on a assisté, pendant un siècle, à un dévoilement du corps féminin. Le corps féminin peut aller en bikini sur la plage, et les femmes ne sont pas traitées de femmes perfides, ou séductrices, ou autres, tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer. Et il y a une forme d'égalité sur cette plage. Il y a des hommes, des femmes, il n'y a pas de séparation des sexes lorsque les gens se baignent, et ce ne sont pas des lieux d'agression. Est-ce que, selon vous, le vêtement le plus révélateur d'une conquête de liberté pour les femmes, c'est le maillot de bain ? Oui, absolument. On a plusieurs étapes sur le vêtement. On enlève le corset, d'accord. Donc là, on est vers 1900. Ensuite, on réduit les jupes, les robes. Ensuite, on se coupe les cheveux au carré. Et l'avènement du bronzage, vers les années 1920, donne lieu à la robe dos nu, par exemple. Mais le maillot de bain, c'est la conquête d'une véritable égalité. Le maillot de bain masculin est très identique au maillot de bain féminin. C'est une chose qu'on connaît moins, ça, par contre, que le maillot de bain masculin est identique au maillot de bain féminin. En réalité, le maillot de bain sert à recouvrir les organes sexuels, ouais, ou à tendance sexuelle. Et c'est exactement le cas chez l'homme, c'est exactement le cas chez la femme. Donc c'est véritablement le vêtement le plus égalitaire sur la planète. Mais on parle plus du maillot de bain des femmes que du maillot de bain des hommes. Oui, parce qu'en fait, le corps féminin, alors c'est Jean Delumeau qui explique ça très très bien. Donc un historien, Jean Delumeau dit c'est la frustration sexuelle qui a amené, entre autres, les hommes à brûler des femmes. Or, la frustration sexuelle, elle est rallumée, elle est ravivée par le dévoilement du corps. Mais on est quand même à une époque, on est au XIVe siècle, on est au XVe siècle, quand même on n'a pas le droit de faire grand-chose. Aujourd'hui, c'est une question d'éducation. On en parle souvent. On siffle pas une fille dans la rue, on n'aborde pas les femmes de cette manière. J'ai envie de vous dire que c'est pareil pour les hommes d'ailleurs. Mais techniquement, ce corps féminin, les réactions qu'il suscite, les réactions qui attisent le désir chez les hommes, montrent surtout que certains hommes ont perdu leurs paupières et qu'ils voient dans les femmes à chaque fois un objet sexuel. Alors c'est sans doute une question d'éducation, tout simplement. J'aurais aimé également vous demander, au fond, comment vous voyez l'avenir du maillot de bain ? Est-ce qu'il va évoluer au niveau du style, au niveau des matières ? Quel est un peu votre regard sur l'avenir de ce vêtement si léger ? Alors déjà, le maillot de bain est un vêtement extrêmement polluant parce que le développement des fibres élastiques sont en fait des fibres plastiques depuis les années 30. Et on a beaucoup de mal à les recycler. C'est du pétrole, en fait, le maillot de bain. Donc déjà, il va falloir faire des progrès au niveau des matières qui devront être plus écologiques. Ensuite, j'ose espérer que cette égalité que les femmes ont trouvée sur la plage, une égalité visible, il n'y a pas de division des sexes. Il n'y a pas de séparation géographique sur la plage entre les hommes et les femmes.
j'ose espérer que cette égalité se poursuivra et que les femmes la prendront à plein bras, lui feront véritablement des câlins. Parce qu'on voit beaucoup de droits des femmes dans le monde. Je pense à l'actuelle Pologne, où on ne peut plus avorter. Des limitations également de l'avortement dans de nombreux États aux États-Unis. Les droits que les femmes ont gagnés depuis seulement un siècle, on peut leur reprendre maintenant, de suite, dans 2 ans, dans 10 ans. Ces gains sont extrêmement importants pour les futures générations. Ensuite, les femmes doivent se réapproprier leur corps et ne pas se sentir oppressées, soit par la société, mais même par les mouvements body positifs. Ces mouvements-là indiquent aux femmes que tous les matins, il faudrait qu'elles se trouvent extraordinaires, même quand elles ont la coiffure d'Hiroshima, des cernes terribles, et qu'elles ont la tête encore gonflée comme celle d'un hamster en sortant du sommeil. En réalité, il faut aussi se prendre en main et choisir son maillot de bain en se demandant ce que signifie ce maillot de bain. Il signifie beaucoup de pancartes, beaucoup de combats. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes pour pouvoir montrer leur corps. On a des mouvements féministes qu'on connaît très bien. Les suffragettes en Angleterre au 19e, mais également des mouvements féministes brésiliens, iraniens dès le 19e. Ce maillot de bain, c'est quand même le combat de toutes les femmes pour vivre de manière égalitaire avec les hommes. Merci beaucoup Audrey Millet pour cet entretien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.